Bonjour à tous, ici Antoine Martin, accompagné de Clara, pour votre rendez-vous quotidien avec Impact Actu à 17h09. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crise économique majeure, restez avec nous. Voici les nouvelles de chez Le Monde, une à 17h09, les États-Unis appellent à des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie. Merci à notre équipe en régie pour ce travail incroyable, notre spécialiste, Clara, nous donne les détails. Le vice-président J.D. Vance a reconnu, mercredi 7 mai, les limites de la médiation américaine, face au rejet par Moscou d'un cessez-le-feu complet de 30 jours. Parlons de l'actualité concernant l'appel des États-Unis à des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie. La fameuse date du 8 mai 2025 reflète un tournant dans l'approche diplomatique américaine vis-à-vis du conflit russo-ukrainien. Voici un résumé et une analyse de cette information, basée sur les sources disponibles, notamment un article de Le Monde publié le 7 mai 2025, contexte et détails de l'actualité annonce américaine. Le vice-président américain J.D. Vance, lors d'une session de questions-réponses à Washington le 7 mai 2025, dans le cadre d'une réunion de la conférence de Munich sur la sécurité, a reconnu les limites de la médiation américaine dans le conflit. Il a déclaré que les États-Unis souhaitent désormais que l'Ukraine et la Russie entament des négociations directes, sans que Washington joue un rôle d'intermédiaire constant. Cette position marque un changement significatif par rapport aux efforts antérieurs des États-Unis, qui consistaient à faciliter les discussions entre les deux parties. Rejet du cessez-le-feu de 30 jours. L'Ukraine avait accepté une proposition américaine d'un cessez-le-feu intérimaire de 30 jours, mais la Russie l'a rejeté, arguant que cela ne correspondait pas à ses intérêts stratégiques. Selon Vance, les Russes demandent trop à ce stade, ce qui complique les pourparlers. En conséquence, les États-Unis se concentrent désormais sur un règlement à long terme plutôt que sur un cessez-le-feu temporaire. Parole du rôle réduit des États-Unis. Vance a souligné qu'il est impossible pour les États-Unis de continuer à faire la navette entre Kiev et Moscou pour médier. Il a appelé les deux parties à s'entendre sur des lignes directrices de base pour des discussions directes, signalant une volonté de réduire l'implication active de Washington. Cette annonce fait suite à des mois de blocage, notamment le refus de la Russie d'accepter les propositions de paix, comme un cessez-le-feu de 30 jours ou des trêves partielles visant à protéger les infrastructures civiles. Réaction et implication, côté ukrainien, l'Ukraine, par la voix de son président Volodymyr Zelensky, a exprimé sa volonté de dialoguer, mais uniquement si la Russie accepte un cessez-le-feu complet au préalable. Kiev insiste sur des garanties de sécurité robustes pour éviter une nouvelle agression russe et rejette toute concession territoriale, notamment sur la Crimée, qui violerait sa constitution. Cette position crée un fossé avec les attentes russes et complique les négociations directes. Côté russe, la Russie maintient des exigences maximalistes, incluant la reconnaissance de ses annexions, Crimée et 4 régions ukrainiennes, la neutralité de l'Ukraine, notamment l'abandon de ses ambitions d'adhésion à l'OTAN, et une démilitarisation partielle. Le Kremlin a également proposé une trêve de 3 jours pour les célébrations de la victoire du 9 mai 2025, mais cette initiative a été perçue comme symbolique et insuffisante par l'Ukraine et les États-Unis. Inquiétudes européennes. Les alliés européens de l'Ukraine, comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont exprimé des inquiétudes face à cette nouvelle approche américaine. Ils craignent que des négociations directes sans implication forte des États-Unis ou de l'Europe ne désavantagent l'Ukraine, qui dépend fortement du soutien militaire et économique occidental. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a notamment insisté sur la nécessité d'une garantie de sécurité américaine pour dissuader la Russie à long terme. Analyse et enjeux, changement de stratégie américaine. Cette annonce reflète une frustration croissante de l'administration Trump face à l'absence de progrès dans les pourparlers, après avoir intensifié les efforts diplomatiques en début d'année 2025, notamment via des discussions à Riyad et un accord sur les minerais avec l'Ukraine. Les États-Unis semblent vouloir recentrer leurs priorités géopolitiques, notamment sur la Chine, comme l'a suggéré le secrétaire d'État Marco Rubio. Pression sur l'Ukraine. En se retirant partiellement de la médiation, les États-Unis exercent une pression implicite sur l'Ukraine pour qu'elle fasse des concessions, notamment sur des questions territoriales. Cela a suscité des accusations de trahison de la part de certains responsables ukrainiens, qui craignent que Washington ne sacrifie les intérêts de Kiev pour normaliser ses relations avec Moscou. Défi des négociations directes. Les divergences entre les positions ukrainiennes et russes rendent les négociations directes extrêmement difficiles. La Russie cherche à consolider ses gains territoriaux et à affaiblir l'Ukraine, tandis que Kiev exige un retrait complet des troupes russes et des garanties de sécurité internationale. Sans un médiateur influent, le risque d'un blocage persistant est élevé. Réaction sur les réseaux sociaux. Sur X, des posts récents illustrent des sentiments mitigés. Certains, comme @NoelleReports, notent que les discussions progressent vers des négociations directes, mais des voix critiques, comme @Davidic, ironisent sur l'échec de Trump à mettre fin à la guerre en 24 heures. Comme promis, d'autres,
comme @Camille-Moscow, rapporte que Vance soutient toujours l'Ukraine tout en menaçant de se retirer si la Russie ne négocie pas de bonne foi. Perspective critique, l'appel des États-Unis à des négociations directes peut être interprété comme une tentative de se désengager d'un conflit coûteux et complexe, tout en maintenant une posture de « faiseur de paix ». Cependant, cette stratégie risque de fragiliser l'Ukraine, qui dépend fortement du soutien américain, et de renforcer la position de la Russie, qui bénéficie d'un avantage dans une guerre d'usure. Les déclarations de Vance et Rubio suggèrent que Washington pourrait privilégier ses propres intérêts géopolitiques, comme l'accès aux ressources minérales ukrainiennes ou un rééquilibrage des relations avec la Russie, au détriment des aspirations ukrainiennes à récupérer l'intégralité de son territoire. En outre, le rejet par la Russie d'un cessez-le-feu de 30 jours et ses exigences maximalistes indiquent qu'elle cherche à prolonger les négociations pour consolider ses gains militaires. Cela met en lumière une faiblesse potentielle de l'approche américaine. Sans une pression accrue sur Moscou, via sanctions ou soutien militaire renforcé à l'Ukraine, la Russie n'a que peu d'incitation à faire des compromis significatifs. Conclusion, l'appel des États-Unis à des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie marque un pivot stratégique qui pourrait avoir des conséquences majeures pour le conflit. Si cette initiative vise à accélérer une résolution, elle soulève des inquiétudes quant à l'équilibre des forces dans les pourparlers et à l'avenir du soutien occidental à l'Ukraine. Les prochains jours, notamment autour des dates proposées pour de nouvelles discussions, comme le 15 mai à Istanbul, mentionné dans un post sur X, seront cruciaux pour évaluer si cette approche mène à un véritable dialogue ou à un nouvel enlisement. Suivez agréablement Impact Actu. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Abonnez-vous et surtout laissez vos impressions en commentaire. Merci Clara pour ces détails qui nous éclairent ce sujet. Merci Clara pour cette analyse instructive. Abonnez-vous, et ensemble, restons à l'écoute pour la suite des nouvelles. Restons dans l'actualité avec une nouvelle de Le Monde, une à 17h09, Friedrich Merz, un chancelier allemand converti au pragmatisme. Pour plus de détails, nous avons Lucas sur le terrain. À toi, mon cher Lucas. Friedrich Merz, un dirigeant très attendu. Le chrétien-démocrate investi, mardi, par le Bundestag, issu de la bourgeoisie catholique de l'ex-Allemagne de l'Ouest. Friedrich Merz a dû transiger avec ses promesses de campagne pour former sa coalition. Des volte-face que lui reprochent déjà certains électeurs de la CDU, par Elsa Conesa, Brilon, Rhénanie du Nord-Westphalie. Envoyé spécial. Friedrich Merz en a fait une sorte d'appartement témoin de l'Allemagne telle qu'il l'imagine, avec ses quelques 25 000 habitants, ses collines et son clocher, la petite ville de Brilon, située au cœur de la région bucolique du Sauerland, dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie, forme une vision presque idéalisée du pays. Celle des maisons à colombages décorées de trophées de chasse et d'horloges à coucou mécaniques, des enseignes en lettres gothiques et des clubs de tir pluricentenaires où les hommes continuent de se retrouver, une fois par an, en costume de chasse, la maison de famille où a grandi le nouveau chancelier chrétien-démocrate, qui est investi, mardi 6 mai, par le Bundestag, se trouve sur la place du marché, une grande bâtisse bourgeoise en pierre de taille, surnommée la Maison Sauvigny, du nom de la mère de Friedrich Merz, quasi centenaire. Ses parents vivent encore à Brilon, et leur fils vient les voir tous les mois, assure-t-on sur place. Friedrich Merz pose alors son avion privé à Arnsberg, où travaille encore son épouse, et fait les 45 km de route jusqu'à Brilon en voiture. Pour venir ici depuis Berlin, il faudrait emprunter 3 trains différents. Le trajet dure près de 6 heures. C'est dire si ces deux Allemagnes sont éloignées l'une de l'autre. Suivez agréablement Impact Actu. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Abonnez-vous et surtout laissez vos impressions en commentaire. Merci Lucas pour ce reportage. Clara, on reste dans l'actualité économique, n'est-ce pas? Merci Lucas pour cette analyse instructive. Abonnez-vous, et ensemble, restons à l'écoute pour la suite des nouvelles. Et maintenant, une courte pause. Voici un message de notre partenaire, EcoGreen, pour un avenir plus durable. Restez avec nous sur Impact Actu. Voici les nouvelles de chez Le Monde, une à 21h07. Emmanuel Macron demande au dirigeant syrien Mohamed Al-Shara de protéger tous les Syriens sans exception. Merci à notre équipe en régie pour ce travail incroyable. Notre spécialiste, Clara, nous donne les détails. Emmanuel Macron a accueilli, mercredi 7 mai à l'Elysée, le président syrien par intérim, Ahmed Al-Shara,
pour sa première visite, controversée, en Europe, depuis qu'il a pris le pouvoir après la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024, le président français a demandé à son invité, lors d'une conférence de presse commune, de « tout mettre en œuvre pour assurer la protection de tous les Syriens sans exception, quelle que soit leur origine, leur religion, leur confession, leurs opinions ». Emmanuel Macron lui a aussi dit qu'il devait s'assurer que les auteurs des récentes violences interconfessionnelles visant des Druzes et des massacres de membres de la minorité alaouite soient poursuivis et jugés. Il a également plaidé pour que l'Union européenne sanctionne systématiquement les auteurs de ces crimes. Le chef de l'État s'est aussi dit favorable à une poursuite de la levée progressive des sanctions économiques européennes. Si la coalition islamiste au pouvoir en Syrie stabilise son pays, il a également appelé les États-Unis à se précipiter pour lever des sanctions contre la Syrie, avec des exigences, et à maintenir ses opérations militaires contre l'organisation État islamique dans le pays. Emmanuel Macron a aussi qualifié de mauvaises pratiques les frappes israéliennes en Syrie, juge qu'elles ne garantiront pas, dans la durée, la sécurité d'Israël. On n'assure pas la sécurité de son pays en violant l'intégrité territoriale de ses voisins, a-t-il estimé. La sécurité des Syriens est la première priorité, a assuré pour sa part M. al-Sharaha, tout en appelant à la levée des sanctions contre la Syrie lors d'une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron. Rien ne justifie qu'elles soient maintenues parce qu'elles sont des sanctions aujourd'hui imposées au peuple et non pas à celui qui a massacré ce peuple, a-t-il argué. Il a par ailleurs confirmé des discussions indirectes avec Israël, à travers des médiateurs, pour contenir la situation actuelle. 17 ans après la dernière visite d'un président syrien à l'Élysée, Bachar al-Assad avait été invité en 2008 par Nicolas Sarkozy pour assister au défilé du 14 juillet. Cette invitation d'Ahmed al-Sharaha visait à acter le rétablissement des relations franco-syriennes. Emmanuel Macron espère contribuer à accompagner dans la bonne voie la transition vers une Syrie libre, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société syrienne, avait précisé l'Élysée à l'agence France Presse, AFP. Mardi, des massacres qui ont fait 1700 morts, surtout des Alaouites, dans l'ouest du pays en mars. Des combats avec des Druzes, et des sévices documentés par des ONG ont soulevé des doutes sur la capacité des autorités à contrôler des combattants extrémistes qui leur sont affiliés. En amont de cette visite, la présidence française avait balayé toute naïveté, assurant connaître le passé de certains dirigeants syriens et exigé qu'il n'y ait pas de complaisance avec les mouvements terroristes. L'Élysée avait aussi évoqué la préoccupation particulièrement forte de la France de voir ressurgir des confrontations interconfessionnelles. Mercredi encore, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a fait valoir qu'entamer un dialogue avec Ahmed al-Sharaha faisait partie de notre responsabilité, et allait dans l'intérêt de la France et de l'Union européenne. Pour autant, ce dialogue n'est pas une caution de ce gouvernement, a-t-elle assuré lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Emmanuel Macron a été vivement critiqué par la droite et l'extrême droite française pour l'invitation faite à cet ancien djihadiste. Stupeur et consternation, a réagi la chef du Rassemblement national, Marine Le Pen, décrivant le président syrien comme un djihadiste passé par Daesh, acronyme arabe de l'organisation État islamique, et Al-Qaïda. Le tapis rouge de l'Élysée aura la couleur du sang des victimes du terrorisme islamiste, a renchéri son allié Éric Ciotti. Mercredi sur RTL, on ne reçoit pas des dirigeants qui sont d'anciens terroristes membres d'organisations qui veulent attaquer la France, a aussi affirmé accent aigu sur CNews et Europe 1 le chef des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez, dénonçant une lourde erreur, ne pas engager le dialogue avec ces autorités de transition. Ce serait être irresponsable vis-à-vis des Français et surtout ce serait tapis rouge pour Daesh, a pour sa part estimé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur RTL. Selon le locataire du Quai d'Orsay, la lutte contre le terrorisme, la maîtrise des flux migratoires, la maîtrise des trafics de drogue, ainsi que l'avenir du Liban, voisin, tout cela se joue en Syrie. Depuis qu'elle a pris le pouvoir, la coalition islamiste dirigée par Ahmed al-Sharaha tente de présenter un visage rassurant à la communauté internationale, qu'il exhorte à respecter les libertés et à protéger les minorités en jeu. La levée des sanctions imposées au pouvoir de Bachar al-Assad, qui pèse lourdement sur l'économie du pays, exsangue après 14 années de guerre civile, avec, selon l'ONU, 90% des Syriens vivant sous le seuil de pauvreté. Ahmed al-Sharaha, longtemps chef du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, HTC, issu de l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie, est lui-même toujours visé par une interdiction de voyager de l'ONU. Paris a dû demander une dérogation auprès des Nations Unies pour permettre sa venue. Suivez agréablement Impact Actu. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Abonnez-vous et surtout laissez vos impressions en commentaire. Merci Clara pour ces détails qui nous éclairent ce sujet. Voilà qui conclut notre sujet. Merci à notre régie pour leur travail impeccable aujourd'hui. Et maintenant, une courte pause. Voici un message de notre partenaire, EcoGreen, pour un avenir plus durable.
Restez avec nous sur Impact Actu. Et pour finir, une dernière nouvelle de Le Monde, une à 17h09, comment l'intelligence artificielle se prépare à bouleverser le secteur du commerce. Merci à la régie pour cette transition parfaite. Voici les détails. Rêvez grand. Le 12 janvier, à New York, à l'occasion de la grand-messe du commerce américain de la National Retail Federation, Azita Martin, vice-présidente chargée du commerce chez Nvidia, a sorti le grand jeu. L'éditeur de cartes graphiques continue de pousser ses solutions enrichies à l'intelligence artificielle, IA, générative dans le commerce, au même titre que les autres géants de la Silicon Valley, de Microsoft à Google en passant par Meta, Amazon, mais aussi Salesforce, Cisco jusqu'aux spécialistes de l'IA générative, emmené par OpenAI, son agent conversationnel, chatbot, ChatGPT, le plus utilisé du monde. Tous sont dans la course pour rafler la mise d'un marché exponentiel. Le pitch d'Azita Martin sur l'entrée des éditeurs dans l'ère de l'agentique, un terme qui désigne le jour où des nuées d'agents d'IA seront capables de réaliser des tâches de manière souveraine, a marqué les esprits. J'ai été bluffé, reconnaît Eric Dadian, président de l'Association française de la relation client. On s'est tout juste équipé en chatbots capables de converser avec des humains. Et les éditeurs nous proposent déjà une interface avec des super robots autonomes qui va bouleverser les parcours des clients. À la barbe des marques. Analyse-t-il, demain, un internaute pourra demander directement à un agent d'IA de lui organiser un voyage de bout en bout à travers une requête suffisamment précise. Suivez agréablement Impact Actu. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Abonnez-vous et surtout laissez vos impressions en commentaire. Merci Clara pour ces détails qui nous éclairent ce sujet. Voilà qui conclut notre sujet. Merci à notre régie pour leur travail impeccable aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui sur Impact Actu. Nous vous rappelons de ne surtout pas vous laisser mal impacter par toutes ces nouvelles. Restez forts et prenez votre vie en main. Merci à Clara et Lucas pour leurs interventions, à notre équipe en régie et surtout à vous, nos auditeurs fidèles. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer et à demain pour une nouvelle émission. Au revoir.